qu'il y a beaucoup cette mode de si tu veux vivre la vie de tes rêves, il faut que tu sois entrepreneur à ton compte et libre. Bah pas forcément, être entrepreneur des fois c'est hyper galère et t'es beaucoup moins libre que ce que tu peux le croire. Alors je suis ravie d'être là ce soir et d'inaugurer avec une petite interview de Camille. Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bien sûr, alors je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, je suis de la région lilloise, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 5 ans, une petite fille de 2 ans. Et côté pro, j'ai eu déjà plusieurs vies. J'ai fait 7 ans dans le marketing, dans le prêt-à-porter, en salariat. J'ai fait de l'entrepreneuriat en entrepreneuriat social. J'ai fait du conseil en stratégie marketing, en innovation et en expérience client. Et depuis 6 mois, j'ai le plaisir d'avoir repris la marque Lil Underwear. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a animé dans cette opportunité de reprendre la marque ? Alors, quand on m'a parlé de la marque, quand on m'a appelé pour le challenge à reprendre, je ne connaissais pas la marque. Et en fait, j'ai été consulter bien évidemment les réseaux, le site, etc. J'étais assez surprise parce que quand on vous parle d'abord d'une marque de lingerie, on se dit bon, les marques de lingerie, ça peut parfois avoir des codes un peu rétrogrades, etc. Moi, je suis un peu féministe sur les bords, donc je m'étais dit bon, on va voir. Et en fait, j'ai vu la marque et en fait, pas du tout. C'est une marque qui s'inscrit dans d'autres codes, plutôt du body positive, du self-care, du self-love et le confort avant tout. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça a fait effectivement vibrer cette partie féministe où je me suis dit mais en fait, il y a des codes à casser, il y a des trucs à faire. Ensuite, j'ai rencontré Séverine, qui est avec nous ce soir, qui est l'ancienne directrice, qui était là avant moi et qui en fait est une experte absolue du produit. Et j'ai vu les produits Lil et je me suis rendu compte qu'au-delà du message qui était porté sur les sites, sur les réseaux, la qualité des produits, le fait que c'était vraiment conçu pour que les clientes se sentent bien dans leurs produits, bien dans leur corps, avec la douceur, la conception, etc. Je me suis dit que vraiment, il y avait un sujet que c'était pas juste une marque de lingerie, c'était une marque de lingerie avec des bons produits. Et moi, qui ne suis pas une experte clairement du produit, qui est plutôt des compétences marketing, communication, etc., j'étais inquiète parce que je me suis dit, en fait, l'expertise produit, je ne l'ai pas. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on est aussi adossé, on est la petite sœur finalement de la marque Rouge-Gorge, on appartient au même groupe. Et donc aujourd'hui, on peut se reposer sur des expertises, des femmes expertes de la poitrine, il faut le dire, donc de comment on met un soutien-gorge, combien ça pèse une poitrine qui fait telle taille, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne se sente bien, etc. Et ça, c'est une vraie chance parce qu'en fait, ça nous permet de développer la marque avec des expertises qui sont sûres, versus potentiellement d'autres marques qui créent des marques de lingerie mais qui n'ont pas cette expertise-là et ces années d'expérience sur le marché. Donc ça m'a réconfortée aussi dans l'opportunité. Et je dois être honnête aussi, le fait de se dire que c'est une marque qui commence son histoire en tant qu'entrepreneur, il y a tout à créer, il y a tout à écrire, il y a la possibilité de mixer non seulement la partie business, marketing qui était dans ma veine, et en plus les engagements féministes de dire on se casse les codes d'un marché qui est un peu parfois sur des communications... sur la lingerie pour plaire à Jean-Pierre et pas se plaire à soi. Enfin voilà, je me suis dit, il y a vraiment un truc à jouer et je me reconnais plutôt bien là-dedans. Donc voilà, j'y suis allée. Et alors justement, quelles ont été pour toi les premières actions indispensables à mettre en place quand tu as pris le poste ? Alors, ce qu'on a fait en premier là, cet été avec les équipes, c'est on a retravaillé la plateforme de marque. Donc vraiment, l'idée c'était de se dire de ne pas tout réinventer et pas tout changer parce qu'il y avait vraiment un socle qui était déjà là et sur lequel il fallait capitaliser. Par contre, on avait un enjeu à la rendre plus puissante, plus affirmée, avec plus de leadership, plus d'impertinence aussi. Et donc, du coup, on lui a donné en force. On a retravaillé, du coup, la mission. Et donc, notre mission, c'est de libérer les poitrines et les femmes qui possèdent ces poitrines, bien évidemment. Et donc, du coup, on a retravaillé cette plateforme. Et ensuite, on a retravaillé aussi toute l'expérience client qui en découle, avec un nouveau site internet, des nouvelles manières de communiquer, etc., sur nos différents points de contact. Et pourquoi l'envie de ce podcast ce soir ? Alors, en fait, dans cette plateforme de marque dont je parlais tout à l'heure, on a défini 4 piliers. Il y a un premier pilier qui est la liberté, qui est cher à nos cœurs, qui est incarné plutôt par nos produits, parce que la liberté de porter des sous-vêtements, des soutiens-gorge qui n'oppressent pas, qui sont sans armature, qui sont hyper confort, et donc du coup, le fait de se sentir bien. Et aussi la liberté de ne plus porter de soutien-gorge, ce qui peut être... assez audacieux pour une marque de lingerie finalement, avec des produits qui se portent sans soutien-gorge, donc des bodys comme celui que je porte aujourd'hui par exemple, avec brassière intégrée.
Et donc, avec toute une gamme de prêt-à-porter qui se porte sans soutien-gorge. Donc ça, c'est le pilier liberté. On a travaillé aussi un pilier qui était pour le coup déjà bien présent sur l'inclusivité, avec une volonté forte de maintenir ce parti pris de montrer tous les corps, la vérité des corps, mais de bien les mettre en avant. C'est-à-dire que c'est pas juste on se met la carte, on est inclusif et en fait on a toutes les typologies de corps. C'est que dans l'inclusivité, on veut le faire bien et on veut mettre en avant et en valeur tous les corps et toutes les morphologies. On a un troisième pilier qui existait déjà aussi et qu'on incarne d'autant plus, qui est la communauté. Donc quand je dis communauté, c'est par exemple ce genre d'événement aujourd'hui où on se rencontre et qui est très chouette. C'est aussi le fait d'impliquer notre communauté dans les shoots. Dans nos mannequins, on a des filles de notre communauté. C'est le fait de les questionner sur, pour l'hiver prochain, vous préférez ce rouge-là ou ce rouge-là pour nos produits. Enfin vraiment, on a la volonté d'embarquer. Donc si tu veux, sur nos 3 premiers piliers, on avait déjà la preuve concrète dans nos actions de l'incarnation de nos piliers. Et on a un 4e pilier qui, lui, est nouveau dans cette plateforme de marque, qui est l'empowerment, qui est en tout cas cher à mon cœur et cher au cœur de l'équipe, qui est de se dire comment on donne des clés, au-delà de faire des super produits, d'engager la communauté, de donner des clés en plus à nos clientes, à notre audience pour se libérer, oser faire des choses intéressantes et se permettre d'oser. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a ce podcast aujourd'hui, pour générer du contenu finalement, donner des clés, donner de l'inspiration. Et c'est aussi pour ça que c'est Lisa qui va enchaîner derrière sur le podcast, parce que Lisa elle-même elle est créatrice de contenu et elle est host d'un podcast qui s'appelle Take the Power. Donc en termes d'alignement, on est plutôt bon. Et donc voilà, et donc en plus de ça, Lisa était cliente, donc c'était juste l'alignement des planètes, de se dire qu'on pouvait faire ça ensemble et du coup commencer à développer notre pilier empowerment ce soir lors de cette soirée avec elle. Alors comme tu l'as bien dit, on va développer ce sujet empowerment avec Lisa tout à l'heure. Mais toi, si tu avais des conseils à nous partager ce soir pour prendre le pouvoir, ça serait quoi ? Moi, je dirais de ne pas attendre. Pas attendre d'avoir des enfants, pas attendre que les enfants soient grands, pas attendre de se dire que j'ai plus d'expérience. Pardon, j'ai fait bouger le micro, je vais me faire tuer. Pas attendre y aller. Parce que de toute façon, en attendant, il n'y a personne qui va nous dire à un moment, là, c'est ton moment. En fait, il faut le prendre, il faut y aller. Et je pense que c'est vraiment la clé. S'il faut se planter, il faut se planter vite pour apprendre et du coup faire autre chose derrière, mais vraiment ne pas attendre. Il ne faut pas se trouver d'excuses, il faut y aller. Merci pour tout ce partage. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir l'île au travers de ton regard. Et on a hâte de découvrir les produits plus tard avec le défilé. Et merci pour ces quelques réponses. Et j'ai hâte d'entendre Lisa. Merci. Merci beaucoup Lisa d'avoir accepté notre invitation ce soir pour cet épisode inédit. Puisque, comme vous le savez, il est enregistré en live, donc on a la chance de profiter d'un public présent qui pourra te poser toutes ces questions à la fin de l'interview. Tu es une source d'inspiration pour énormément, des milliers, je dirais, de jeunes femmes sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, où tu es présente. Tu as décidé, donc tu as aujourd'hui 25 ans, tu as terminé tes études il y a à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Tu as décidé de te lancer directement dans l'entrepreneuriat, donc de prendre cette liberté. Tu vas nous en parler plus en détail, mais en tout cas c'est très inspirant, très audacieux. Et tu as également, comme le disait Camille, lancé ton podcast dans lequel tu partages tes réflexions, tu parles d'empowerment, de confiance en soi, de santé mentale. Merci beaucoup en tout cas d'être présente et bienvenue sur ce podcast. J'aimerais s'il te plaît que tu puisses te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvriraient ce soir. Déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis trop contente d'être là, d'autant plus qu'en plus, oui, je suis cliente, donc vraiment les planètes se sont alignées. Donc moi, c'est Lisa, j'ai 24 ans, bientôt 25 en décembre et j'ai terminé mes études il y a 2 ans, en 2022. Et depuis, je me suis lancée à mon compte, mais j'ai toujours eu ce truc pour l'entrepreneuriat, on en parlera après, je pense. Mais depuis, je suis à mon compte en tant que créatrice de contenu, dont le podcast, et freelance, en tant que responsable du pôle UGC, micro-création de contenu dans l'agence Follow, à Paris. Et puis voilà, en gros, c'est ça, j'habite à Lille aussi.
C'est vrai que ton parcours pourrait en effrayer quelques-unes, puisque c'est sûr que quand on sort d'école, souvent de nos études, le Graal, c'est de décrocher ce fameux CDI. Tu n'as pas fait ce choix-là. Est-ce que ça a été justement un déclic ? Donc là, tu nous as un peu teasé en nous expliquant que tu avais déjà cette âme entrepreneuriale. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a déclenché ce choix ? Alors quand j'ai fini mes études, pendant mes études, j'avais déjà commencé certains projets entrepreneuriaux. J'étais active sur mes réseaux, j'avais proposé par exemple un e-book, un planeur digital, des choses comme ça. Je tentais des trucs, mais je gagnais aucun argent. Juste, je me disais, vaut mieux que je commence maintenant parce que après, j'aurai moins le temps. Soit je serai en CDI, ou soit j'aurai beaucoup plus de pression sur le fait de devoir faire de l'argent pour vivre. Donc, j'ai commencé mes projets pendant mes études, mais après, j'ai commencé il y a très longtemps. Dès toute jeune, j'étais à fond dans l'entrepreneuriat. Dès que j'ai eu une machine à coudre à 12 ans, je voulais créer des trucs et les vendre sur des blogs à l'époque. J'ai créé un blog mode quand j'avais genre 13 ans, où je contactais déjà des marques pour obtenir des partenariats. En 2013, 13 ans en 2013. Donc j'ai toujours eu ce truc de vouloir créer des choses par moi-même et générer de l'argent avec ça, même si c'est pas le plus important, oui, bon. Mais voilà, surtout créer des choses. Et du coup, j'ai créé des choses tout au long de mes études, le lycée, les études supérieures, jusqu'à quand j'étais en alternance. Du coup, j'étais en alternance en relations presse chez Castorama, mais j'avais un peu de temps à côté. Et du coup, j'ai fait des choses sur mes réseaux. Et quand est arrivé le moment où j'ai dû choisir ce que j'allais faire après mes études, j'ai cherché pendant quelques semaines un CDI. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça me fait peur de me lancer un peu à mon compte, je suis pas sûre. J'ai fait genre 2 entretiens et après je me suis dit oh non, j'ai pas envie finalement, non, ça serait trop dommage que j'arrête ce que je suis en train de faire. Ma communauté est en train de grandir, il y a trop un truc à faire. Et donc un jour, j'ai fait une vidéo, je cherche un CDI. 2 semaines après, j'ai dit non, finalement, je cherche plus de CDI, je me lance à mon compte. Et du coup, je me suis lancée à mon compte. Voilà, le lendemain de la fin de mon alternance, j'étais à mon bureau en me disant qu'est-ce que je vais faire ? Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et comment tu as été soutenue dans ta famille ? Est-ce que tes parents sont eux-mêmes entrepreneurs ? Est-ce qu'ils t'ont donné un petit peu ils t'ont inspiré cette voie ? Ou ils ont été un petit peu démunis face à tes choix ? Comment ça s'est passé ? Alors, ils sont pas du tout entrepreneurs, mais vu que depuis toute jeune, j'essaye de créer des trucs, j'ai des projets, même j'ai une anecdote, quand j'avais genre 14 ans, il y a M6 carrément qui avait contacté, moi, mais du coup mes parents, pour faire une émission sur les jeunes blogueurs mode à l'époque. Oui. Donc depuis, ils savent que je fais des trucs. Donc ils m'ont toujours soutenue, même si c'est pas leur environnement, ils ont toujours été derrière moi. Et quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'habitais encore chez eux. Donc il y avait ce truc de j'allais pas être lancée dans l'inconnu si ça ratait. Au pire, 6 mois après, je cherchais un CDI et j'avais pas forcément besoin de revenus fixes directement. Donc quand je leur ai dit ça, ils ont dit ok, qu'est-ce que tu vas faire concrètement ? Moi j'étais en mode vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen. Mais ils ont été derrière moi sans souci. Et sinon, dans mon environnement, j'ai pas forcément de personnes entrepreneurs, mais que ce soit mes copines ou ma famille ou mon copain, tout le monde m'a toujours soutenue et ça a choqué personne, on va dire. Encouragé. Ouais. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage de se lancer comme ça, choisir cette liberté, mais aussi choisir cette voie où tu es dans une industrie qui est quand même qui demande à t'exposer beaucoup, notamment sur les réseaux. C'est vrai que quand on te voit hyper à l'aise devant tes vidéos face cam, on se dit waouh, cette nana, elle doit avoir hyper confiance en elle. Donc est-ce que c'est le cas ou est-ce que de temps en temps, tu as quand même des doutes ? Rassure-nous. Non, jamais. Est-ce que, au contraire, ces choix-là t'ont forgé un petit peu, ont pu nourrir cette confiance et cette légitimité que tu t'es construite au fur et à mesure ? Enfin, comment tu vis tout ça ? Alors, de manière générale, j'ai quand même confiance en moi. Mais évidemment, il y a plein de jours où je me dis, c'est à ça que je ressemble. Enfin, tous les jours, je me dis pas, putain, je suis trop fraîche. Non, pas du tout. Il y a forcément des jours où, j'ai pas confiance en moi, mais tout n'est pas une question de physique non plus. On a tous des jours où on se sent pas forcément très belle, très bien dans notre peau. Je suis passée par une phase d'acné pendant 2 ans. Il y a 1 an, quoi, j'en sors encore, j'ai encore de l'acné. Et ça, c'est très dur à 24 ans d'avoir encore de l'acné, des choses comme ça. Non, j'ai pas toujours confiance en moi, mais de manière générale, j'ai assez confiance en moi, notamment dans le fait de lancer des projets, de me lancer à mon compte, etc. Et le fait d'être sur les réseaux aussi, ça te force à voir ton image constamment. Donc,
t'es un peu obligé d'avoir confiance en toi, je pense, pour être sur les réseaux, parce que si tu te trouves pas forcément un minimum joli ou que tu te dis tout ce que je fais c'est nul, bah tu peux pas forcément être sur les réseaux ou en tout cas entreprendre, parce que à la moindre chose tu vas te décourager ou tu vas la moindre critique négative, tu vas la prendre personnellement et te dire ok c'est ça la vérité. Donc non, j'ai la chance mais après ça se construit au fur et à mesure des années de réussir à avoir confiance en soi. Mais je vous rassure, il y a forcément des jours où je me dis soit ce que je fais c'est nul, ou alors je sais pas où je vais, ou alors je me sens pas belle, ou ça c'est comme tout le monde je pense. Et alors ça serait quoi tes petits conseils? Comment tu conseillerais de la nourrir, cette confiance? Comment toi t'as fait pour la nourrir? C'était inné, ça t'a été porté par tes parents? Ou non, je pense que ça vient avec l'âge. Alors, à 25 ans, dire ça, voilà. Mais je pense que vraiment, ça vient avec l'âge quand tu arrives à accomplir des choses et que tu te dis, ouais, en fait, j'arrive à faire des choses bien, des choses qui fonctionnent. D'autres personnes me font confiance, donc forcément, ça te donne confiance en toi. Quand tu arrives professionnellement à gravir certains échelons ou à mener des projets, bah, forcément, tu prends confiance en toi. Je pense que quand tu as 17 ans, tu sors du lycée, tu as plus de mal à avoir confiance en toi parce que tu n'as pas forcément fait de choses dans ta vie à part les études et tes potes ou des choses comme ça. Donc ça peut être plus difficile de se dire ouais j'ai confiance en moi, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'âge tu prends conscience déjà que c'est pas que physique. Souvent on se dit confiance en toi et se sentir belle. Pas forcément, tout ne repose pas que sur le physique. Et je sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner. Je pense que c'est vraiment un travail sur soi-même et de se rendre compte qu'on fait tous des choses bien et on peut tous réussir des choses. Après, je pense qu'il y a pas une part d'inné, mais je pense que c'est aussi une question de personnalité. Il y a des personnes qui doutent beaucoup plus de ce qu'elles peuvent faire ou non. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent de comment tu as vécu aussi ton enfance, si les gens étaient derrière toi, ont cru en toi. Je pense que ça joue beaucoup. Moi, mes parents ont toujours cru en moi et ils m'ont jamais dit mais c'est nul ce que tu fais ou arrête tes trucs, cherche un CDI. Je pense que si j'avais eu ce genre de choses, je me serais peut-être dit ah c'est vrai que c'est peut-être pas bien ce que je fais, alors que moi on m'a toujours soutenue. Mes copines elles se sont jamais moquées de moi en me disant ah tu fais des trucs sur les réseaux, bouh. Non pas du tout. Donc je pense que c'est aussi l'entourage qui fait que tu peux avoir confiance en toi, faut s'entourer de bonnes personnes, et après c'est un travail sur soi-même, de développement personnel aussi, de psychologie si besoin, c'est tout un écosystème je pense. Bah, ce que je retiens effectivement dans ce que tu nous partages, c'est beaucoup l'action. C'est toi, ça a dû te nourrir dans ce que tu as fait, ce que tu as créé, ce que tu as vu fonctionner ou pas. Et effectivement, tu as aussi lancé ton podcast dans lequel tu partages tes réflexions, mais également tu interviews des femmes qui ont osé. Et qu'est-ce que tu as retiré comme enseignement justement de ces échanges par rapport aux thématiques, aux sujets qui t'intéressent, mais également par rapport à ton propre chemin finalement? Moi j'ai adoré enregistrer ces podcasts avec toutes ces femmes, et mon type de podcast moi c'est vraiment laisser les gens parler et s'exprimer jusqu'au bout et pas forcément les interrompre avec plein de questions. Moi je veux vraiment qu'ils partent dans tous leurs trucs, parce que là c'est là où t'as les meilleurs skills, les meilleurs trucs à retenir de ces personnes. Et ce que j'ai retenu, c'est que la plupart des filles que j'ai interviewées, elles ont, c'est ça, osé en fait, elles ont juste osé lancer leur truc, elles se sont pas forcément posées 20 000 questions, et elles ont cru en elles, et c'est hyper inspirant à entendre. Pour l'instant j'ai fait une petite pause du podcast, mais ça va revenir, mais ouais, il y a plein de choses à retenir. Là j'ai pas une idée, si, il y a une fille qui m'a beaucoup inspirée, elle s'appelle Ashley, elle avait lancé la marque Solchem. C'est une marque alors elle a changé, à l'époque c'était une marque de fond de teint, produits de beauté pour les peaux noires, et maintenant c'est plus des compléments alimentaires, mais elle m'a énormément inspirée parce que c'est le genre d'entrepreneur, elle a lancé sa boîte, mais elle est partie vivre en Afrique du Sud, après elle est partie vivre en Asie, tout en gérant sa boîte de l'autre côté, et c'est pas du tout le genre d'entrepreneur digital nomade où j'ai juste mon ordi et puis je peux bosser à Bali, c'est pas ce genre d'entrepreneur là, c'est plus le genre c'est juste une entrepreneur qui a monté son business, mais qui est pas à fond derrière le truc, surproductivité, faut absolument que bosser 50 heures par semaine, oui, bon, 50 heures par je sais pas combien de temps, mais bref, elle est très simple, elle m'a énormément inspirée par ça. Après, j'ai rencontré beaucoup de filles. Il y a par exemple Mélissa Berry qui est une agent d'influenceurs qui m'a aussi beaucoup inspirée parce que pareil, elle ose, elle fait, elle se pose pas 20 000 questions, et la plupart du temps le truc qui réunit toutes ces femmes, c'est qu'elles se posent pas 20 000 questions et juste elles tentent le truc, que ça marche pas, que ce soit parfait ou pas parfait, elles font.
Ouais, ne pas se censurer et y aller, quoi. C'est ça, faut pas attendre que ce soit parfait parce que ça sera jamais parfait. Donc faut juste le faire et après on s'améliore au fur et à mesure. Et surtout que nous, on voit quand on a un projet, on a envie qu'il soit parfait alors que ceux qui vont le recevoir, ils regardent pas tous les petits détails. Ils veulent juste le cœur du projet, l'idée. Et une fois que tu le lances, ils te feront des feedbacks. Tu pourras améliorer ton truc. Tu pourras même complètement changer au bout de 2 semaines si tu te dis finalement je suis pas sur la bonne voie. Il y a pas de souci. Faut juste tenter, se lancer et voir ce que ça donne. Il y a justement dans tout ce que tu dis et ces femmes qui se lancent et que tu as pu interviewer, c'est vrai qu'en tant que femme et jeune femme aujourd'hui, c'est pas encore facile, toujours simple de se construire dans la société actuelle. C'est vrai qu'on est beaucoup à la recherche du bon curseur à mettre entre voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce que on veut avoir des enfants mais en même temps mener une carrière ambitieuse, ça fait débat. Ou si on ne veut pas avoir d'enfants, au contraire, ça fait aussi débat. On doit être indépendante financièrement, mais pas trop prendre de place quand même et pas trop faire de l'ombre aux hommes. Il y a quand même encore beaucoup d'injonctions, même si je généralise un peu et c'est peut-être un peu cliché, mais pas que, parce qu'il y a quand même encore des débats. Toi, comment tu te positionnes face à ces injonctions qu'on se traîne quand même encore depuis quelques temps? Est-ce que tu as senti à un moment donné que tu t'étais un peu forcée à rentrer dans certaines cases? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es hyper à l'aise avec tes choix, tes décisions et avec qui tu es et tu t'es parvenue à trouver ta place? Je pense que j'ai quand même réussi à trouver ma place. J'ai pas trop eu le sentiment de vouloir pour l'instant rentrer dans des cases, même si j'ai fait un parcours quand même assez classique, des études de la licence au master, une alternance, des stages. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à il y a encore 1 an. J'ai pas eu non plus un parcours qui change de la norme, mais en fait, je commence à ressentir ce truc plus les années avancent, parce que là j'ai 24 ans, donc j'étais encore dans la dynamique sortie d'études, très jeune, pas de responsabilité. Sauf que là, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, j'ai l'impression d'arriver dans la vraie vie où t'as ton logement, t'as tes responsabilités. En tant que femme, on arrive à un âge où on parle de maternité, des choses comme ça. Bon, 24, je suis encore jeune, mais ça arrive et on commence à se poser des questions. Moi, j'ai ma meilleure amie qui a déjà 2 enfants, donc je vois ce que ça donne et je me dis... et puis, je vois des copines qui commencent à se marier. Oui, déjà. Donc, on a l'impression de rentrer dans la vraie vie et de commencer à se dire, mais attends, si je deviens pas propriétaire avant la trentaine, est-ce que j'ai raté un truc? Parce que tout le monde commence à devenir propriétaire. Est-ce que c'est quand même mieux pour les finances? Est-ce que c'est mieux pour l'avenir? Les enfants, c'est à quel âge? 27 ans, ouais, mais après 30 ans, c'est peut-être trop tard parce que tu les verras pas si tu les verras grandir, mais non, mais il y a plein de débats comme ça. Non, mais il y a plein de débats comme ça sur même sur les réseaux. Il y a toujours eu plein de TikTok sur il faut le faire à tel âge. En fait, ça c'est à tel âge. Ceci, cela, le mariage, il y a tellement de trucs. Ces pressions qu'on peut avoir quand même sur les épaules. Ah, mais complètement. Et après, il faut réussir un peu à se détacher de tout ça et se dire, mais en fait, tout est ok, que t'aies un enfant à 25 ou 40, c'est ok, que tu te maries, que tu ne maries pas, que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, que peu importe, que tu sois salarié, entrepreneur, tout est ok. Il n'y a pas une règle où si t'es salarié, c'est pas bien parce qu'il faut être à son compte et vivre la vie de tes rêves et être libre. Pas du tout. Si t'as envie d'être salarié, c'est ok, c'est super cool. Et même moi, sur mes réseaux, je parle pas que aux entrepreneurs et je veux surtout pas parler que aux entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup cette mode de si tu veux vivre la vie de tes rêves, il faut que tu sois entrepreneur à ton compte et libre. Pas forcément. Être entrepreneur, des fois, c'est hyper galère et t'es beaucoup moins libre que ce que tu peux le croire. Et moi, je soutiens à fond toutes celles qui veulent être dans le salariat parce que c'est aussi une certaine liberté d'un côté. Parce que quand tu rentres le soir chez toi, tu penses pas forcément à ton travail. Après, ça dépend de ton niveau de responsabilité. Mais c'est aussi une certaine liberté pour moi. Du coup, pour moi, toutes ces injonctions, on les ressent et franchement je pense que n'importe qui les ressent, il y a personne je pense qui se dit moi ça me touche pas. Non, on les ressent et surtout avec les réseaux quand on voit des contenus constamment sur tout ça, on le ressent, mais je pense qu'il faut réussir un peu à s'en détacher, se dire en fait tout est ok et c'est pas parce qu'un tel sur Insta a dit que les enfants à je sais pas quel âge c'est trop tard ou c'est mieux de les avoir à 27 comme ça t'es libre à 35, pas du tout. Faut juste s'en détacher et faire comme on a envie de faire quoi, c'est tout. On va se détendre. Et toi, tu te positionnes comment vis-à-vis de tout ça? Du coup, tu te laisses... tu suis le flow et tu mènes tes projets et pour l'instant, t'es pas dans cette course folle
Ouais, non, je me mets pas de pression. Après, il y a quand même des choses que je me dis, j'aimerais bien avoir des enfants à tel âge ou me marier à tel âge. C'est un peu aussi ce truc de petite fille où tu te dis, moi, je rêve de ça. Donc, non, bien sûr, je suis pas du tout en dehors de ça, mais je me mets pas la pression en me disant... je pense que je suis encore là en âge à 24 quand même, où j'ai le temps. Là, j'ai le temps de me laisser vivre. Mais je pense que plus on approche de la trentaine, plus il y a une pression de alors c'est quand l'enfant, alors c'est quand ça, t'es propriétaire, non t'es pas propriétaire, enfin il y a tout ce truc de pression qui va arriver, mais ouais, faut quand même se laisser aller, quoi. T'es créatrice de contenu, Lisa. Aujourd'hui, tu comptabilises 10 000 abonnés sur Instagram, plus de 74 000 sur TikTok. Ouais, mais TikTok, je les ai gagnés il y a longtemps, donc ça compte. Mais quand même, ça compte. C'est vrai que les réseaux, ça peut être un lieu vraiment de pression aussi, très pesant au niveau du regard. Essentiellement aussi quand tu es une femme, que tu prends la lumière et que tu te mets en avant, tu as beaucoup tendance à être la cible de cyberharcèlement. Est-ce que toi, tu en as fait les frais ? Est-ce que tu as subi des critiques quelconques ? Et comment tu gères le regard des autres aujourd'hui face à ton métier et face à ces réseaux que tu utilises, toi, comme un levier de communication ? Alors moi j'ai de la chance de pas avoir eu forcément beaucoup de critiques. Alors je pense qu'il y a sûrement eu 1 ou 2 commentaires ou DM pas forcément très gentils, mais ça m'a pas marqué. Et de manière générale, j'ai pas de haine ou de méchanceté sur mes réseaux. Et j'avais beaucoup de chance avec ça parce que je sais que d'autres créatrices, d'autres créateurs ont ce genre de soucis. Après, je pense que je suis encore à un petit niveau. Dès que tu arrives dans les 100 000, 200 000 abonnés, là, tu touches plus de gens, donc forcément, tu touches plus de gens mauvais, on va dire. Mais non, j'ai eu la chance de pas avoir ce genre de soucis au niveau du regard des autres. Je fais bien quand même attention à tout ce que je poste sur mes réseaux. J'essaye de pas on va dire de pas forcément froisser de tel ou tel type de personne, et je traite pas non plus de sujets très clivants, on va dire. Donc je parle pas forcément de l'actualité, je parle pas de sujets qui peuvent porter vraiment un gros débat où on peut s'énerver. Donc je pense que j'ai cette chance aussi de parler de sujets bienveillant, powerful, etc. Donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que ma confiance en moi sur les réseaux, elle est pas forcément altérée, parce que j'ai pas de gens qui me disent non, c'est nul ce que tu fais, ce que tu dis c'est de la merde. J'ai pas encore ce genre de soucis. Donc pour l'instant, je suis en mode moi je poste et je sais que ma communauté elle aime bien ce que je poste, donc j'ai pas de soucis. Après, je peux sûrement, si à un moment j'ai plus d'influence, une communauté plus grande et qu'il y a des critiques négatives, là je pense que j'aurais peut-être pas plus de mal avec ma confiance en moi, mais plus de remise en question. Parce que, évidemment, quand tu fais un truc, même si tu as beaucoup de commentaires positifs, il suffit d'un commentaire négatif où tu peux te dire ah, mais ça se trouve, là, c'est vrai, j'ai peut-être dit un truc qui a blessé des gens, et après, tu te fais tout un film et tu te dis mais en fait, non, mais pourquoi je fais ça ? Je devrais pas faire des choses sur les réseaux. Tu peux vite te monter la tête pour rien, finalement. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème, et c'est pour ça que je suis encore à l'aise sur mes réseaux et avec le fait de se montrer en public comme ça. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'entreprendre, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si tu es du genre très exigeante avec toi-même. En tout cas, ça demande de la discipline, de l'exigence. C'est un marathon. Toi, comment tu gères un petit peu ta santé mentale dans tout ça, ton équilibre pro-perso, parce que c'est vrai que quand on travaille à son compte, pour l'expérimenter, parfois on a du mal à déconnecter, on a beaucoup moins cette notion d'horaire, d'un bureau à quitter, etc. Toi, c'est quoi un petit peu ta routine bien-être santé mentale, bien-être physique, comment tu vis ça ? Alors moi, c'est primordial, la santé mentale. Je suis pas du tout du genre à prôner le fait de bosser tous les soirs super tard, se lever à 6h et de bosser le week-end et de bosser pendant les vacances. Moi, c'est un truc, c'est pas possible. Je sais que je tiendrai pas le coup, que quand tu tires trop sur la corde, il y a un moment ça casse, et si tu veux tenir sur la durée, il faut prendre soin de ton corps et de ton mental. Donc moi, c'est un sujet hyper important que j'aborde aussi régulièrement sur mes réseaux pour remettre les gens un peu sur terre et se dire c'est ok, même si on entreprend, c'est pas pour autant que tu dois... évidemment, il y a forcément des moments, si tu lances un projet, tu dois plus bosser que la moyenne et peut-être t'impliquer beaucoup plus, c'est ok, mais faut quand même se détendre dans ce monde de l'entrepreneuriat.
souffler un bon coup. Et moi, perso, je suis adepte des me-time. Je suis d'un caractère plutôt introverti, donc j'ai souvent besoin d'être seule, tranquille, chez moi. Depuis quelques mois maintenant, je bosse presque plus le week-end. Après, quand tu es entrepreneur et créatrice de contenu, dès que tu vas sur Insta, tu bosses. En fait, parce que tu vois des trucs qui t'inspirent, tu vois un DM, tu vois un truc, donc tu t'arrêtes pas vraiment, mais je bosse pas tant que ça le week-end maintenant. Après, je bosse surtout le soir. J'ai aussi appris à m'écouter. Un truc que je partage aussi pas mal sur mes réseaux, c'est que soit on est du matin, soit on est du soir. Et souvent, sur les réseaux, c'est plus les gens du matin qui montrent qu'ils sont du matin, à se lever très tôt, à être productif dès le matin, à aller au sport dès le matin. Alors moi, non, pas du tout. Et surtout quand t'es à ton compte, il y a personne qui vient te réveiller. Donc voilà, moi, on me réveille pas. Je rigole. Non, mais moi, je suis vraiment plus du soir. Je peux me lever le matin. Je suis pas du tout productive. Je suis pas là, quoi. Mais par contre, je peux bosser jusqu'à très tard la nuit parce que là, c'est là que ma créativité s'en mêle. Et ça, j'en parle aussi beaucoup parce qu'il faut savoir du coup s'écouter. Pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il faut savoir s'écouter, savoir quel rythme on a, ce qui nous fait du bien. Si t'as besoin de prendre des jours de repos à rien faire, à aller faire du shopping toute la journée alors que derrière t'es censé monter un business, mais c'est ok. Genre prends du temps pour toi parce que si tu tires trop sur la corde, à un moment ça pète. Et quand ça pète, bah, tu peux mettre des mois à t'en remettre, voire des années à t'en remettre. Et alors que si t'avais pris un peu de temps chaque soir, un peu de temps chaque jour ou chaque semaine pour souffler, faire des choses qui te font du bien, la corde n'aurait pas tiré et tu peux aller très loin. Et c'est pas en bossant d'arrache-pied, en étant crevé tous les matins, en tirant sur la corde que tu te dis ouais là je bosse beaucoup, là je mérite, là je suis une vraie entrepreneur. Non, c'est pas du tout. C'est parce que là en fait tu t'épuises juste et tu montres pas forcément non plus le bon exemple à tes équipes quand tu arrives à un point où tu as des équipes. Moi, en tout cas, chez Follow, je manage 2-3 personnes. 2-3 parce que c'est une stagiaire, la troisième, mais je la manage moins parce que c'est plus du coup ceux que je manage qui managent la stagiaire. C'est pour ça que je dis 2-3. Et moi, je leur dis vraiment, je leur demande tout le temps si ça va, si ils se sentent bien, s'ils sont pas trop fatigués, si la charge de travail est pas trop élevée. Parce que c'est hyper important pour moi de faire attention à ça et de pas prôner la surproductivité à tout prix, comme on peut le voir beaucoup sur les réseaux, de moins en moins, mais encore beaucoup. Et je sais que ça peut faire culpabiliser certains de se dire mais moi je bosse pas autant, mais c'est ok. Et en plus on bosse pas tous de la même façon. Certains peuvent devoir passer 6 heures sur un sujet, d'autres 1 heure, et c'est aussi ça qu'il faut assimiler et se dire que c'est ok de prendre du temps pour soi, quoi. Ouais, je pense que les consciences changent beaucoup sur cet aspect-là. Enfin, on commence à comprendre qu'il faut vraiment pouvoir ménager, retrouver un vrai équilibre. Et je pense que ta génération est très au fait de ça aussi. Donc, ça va dans le bon sens, en tout cas. Bah, je pense qu'on a beaucoup connu des parents qui ont qui ont bossé d'arrache-pied et qui revenaient crever le soir ou qui ont eu des épisodes de dépression, de burn-out. Et nous, on a grandi avec ça et je pense qu'on veut plus ça du tout. Et on veut pas ce truc de voir ses parents rentrer, se plaindre du travail, dire qu'ils sont crevés, qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Enfin, je crois que notre génération a beaucoup vu ça et veut plus du tout ça. Et du coup, est très au fait de... voilà, la génération qui part à 17h, 18h du travail en disant c'est ok, des choses comme ça, où on veut pas être stressé, on veut être détente. Voilà, nous c'est vraiment la génération no stress. Mais c'est vrai qu'on bien. voit beaucoup cette évolution-là. Ouais. En tout cas, dans la volonté de se réaliser, plus que travailler pour gagner son pain, c'est vraiment dans une recherche de réalisation. Je pense que vous êtes vraiment dans deux sens. Ouais, complètement. On évoquait tout à l'heure l'image de soi, l'acceptation de soi. Ça passe aussi par l'image qu'on renvoie et donc les vêtements qu'on porte. Moi, j'ai une petite question pour toi, Lisa. C'est comment tu vois, toi, les vêtements que tu portes, que tu choisis au quotidien et même les sous-vêtements que tu choisis. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un gage d'empowerment? Est-ce que c'est comfort first? Est-ce que c'est ta manière, ta signature, ta manière de te démarquer, ta manière de t'amuser, de kiffer? Enfin, comment tu vis ça? Alors moi je suis entre les deux. Il y a des jours où je veux être à l'aise, donc gros sweat, pantalon un peu large, basket. Je veux juste être à l'aise. Et d'autres jours où je me dis non, je vais être une femme, être bien habillée, talons, tout chouette. Mais donc moi je suis un peu entre les deux, mais ouais, à chaque fois c'est un peu les tenues, ça représente le mood. Et donc ouais, j'aime être entre les deux, même si de plus en plus je me dis mais j'aimerais bien paraître plus
plus femme, plus âgée, âgée non mais plus femme quoi. On se dit souvent, on en rigole avec mes copines, souvent on se dit ouais on veut commencer à mettre des talons, aller au travail en talons, des choses comme ça. Et nous on est mais finalement les baskets c'est bien en fait, on est beaucoup plus à l'aise quoi. Et au niveau des sous-vêtements, moi en fait vu que j'ai quand même une grosse, je sais pas si ça se voit mais j'ai quand même une grosse poitrine et donc j'ai toujours eu du mal à trouver des sous-vêtements, donc ça a jamais été vraiment mon cœur de truc où je me dis j'ai trop envie de m'acheter le petit truc en dentelle parce que non c'est pas possible, tu peux pas quand t'as une grosse poitrine, tu peux pas aller acheter le petit sous-vêtement en dentelle, donc cette partie-là ça a toujours été plus confort, il faut que je sois bien, être sexy, bon, de toute façon ça se voit pas. Donc non, moi j'étais vraiment plus portée sur le confort et voilà, ouais, donc moi principalement c'est le confort, moi j'adore être à l'aise, mais si on peut ajouter un petit truc féminin et quand même un peu qui te met en valeur, c'est toujours mieux quoi, en étant à l'aise. C'est ça. Oui, on a compris le confort, en tout cas, avant tout. C'est ça. Et pour terminer, Lisa, j'aimerais te demander quels conseils aujourd'hui tu pourrais partager justement à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui sont ici avec nous pour leur donner l'impulsion, l'envie d'oser, quel que soit leur projet. Quelle que soit leur envie, quel que soit leur défi du moment, quels seraient toi les conseils que tu pourrais leur partager ? C'est de pas se poser 20 000 questions. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné personnellement. C'est juste de le faire. Parce que quand on commence à se poser beaucoup trop de questions, il y a plein de petits sujets qui rentrent en jeu et qui vont vite te freiner dans ce que tu es en train de vouloir entreprendre. Alors que des fois, il faut juste le faire. Et là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai une copine entrepreneur qui m'a proposé un nouveau projet dans lequel être co-associé. Donc, c'est vraiment un truc, c'est pas juste... Enfin, c'est vraiment un vrai projet qui va naître. Et j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit oui, mais alors si je fais ça, je me suis dit go. En fait, c'est une bonne opportunité, c'est cool. Je suis à mon compte, c'est le moment. Et je l'ai fait. Et ça a été ça pour la plupart des choses que j'ai pu entreprendre pendant ma jeune carrière, on va dire, que ce soit pour le choix de mes études, je me suis pas posé 20 000 questions. Ok, ça me correspond, go, je le fais. Si je dois changer, je changerai après. En fait, il faut se dire, ce que tu entreprends à un moment T, c'est pas définitif pour le reste de ta vie. Mais si t'essayes pas, par contre, là, tu risques de le regretter et c'est là que tu peux avoir après des regrets plus tard de pas avoir tenté le truc et de voir que d'autres l'ont tenté et ont réussi. Je pense que dans ma génération, on a tout un moment regretté de pas s'être mis sur YouTube en 2014. mais voilà, c'est tout. Maintenant, on en est là, on peut se mettre sur TikTok. Non, non, mais voilà, c'est juste de le faire et de pas se poser 20 000 questions. Et voilà, pour moi, c'est ça vraiment que je conseille parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et même quand j'ai des copines je pense à une copine qui se lance un peu dans le freelance, l'entrepreneuriat, qui a toujours été un peu attirée par ça, mais qui se pose toujours 20 000 questions sur est-ce que je peux le faire, mais est-ce que c'est bien, et je lui dis mais pourquoi tu te poses ces questions, mais fais-le, alors tente-le, tu veux le faire, alors dans tous les cas un jour ou l'autre tu vas le faire, alors autant le faire maintenant que attendre 3 ans et que ce soit t'es peut-être raté le coche, donc autant le faire maintenant. Et c'est ce que je lui dis, et à chaque fois, et même elle me dit mais quand tu me dis ça paraît toujours hyper simple, genre faut juste le faire. Et je dis mais oui, enfin en fait c'est pas si compliqué de vouloir lancer des trucs, et pas que dans l'entrepreneuriat, hein, même changer de boulot, essayer de demander une augmentation, essayer d'aller chercher un poste à responsabilité plus élevée. Faut juste tenter, et si tu tentes pas, c'est sûr que tu l'auras pas, donc autant le faire. J'ai une amie aussi qui dit de ne pas poser, se donner la réponse à la place de l'autre. Et c'est vrai qu'on est toujours en train de projeter projeter ses propres peurs, ses propres croyances limitantes. Et que, en fait, comme tu dis, si on n'a pas demandé ou si on n'a pas fait, on ne saura pas. C'est ça. Donc, voilà. Il y aura forcément des points négatifs, des choses qui peuvent échouer. Ça peut complètement rater, hein, mais c'est ça. Mais en fait, il faut en avoir conscience. Et tout ce qu'on entreprend ne peut pas forcément réussir. Et des fois, c'est même des échecs qui t'amènent à faire des choses que tu... Parce que, par exemple, quand je me suis lancée à mon compte, il y a une agence qui m'a contactée pour être en freelance avec eux. J'étais trop contente. On a commencé. Finalement, ça s'est arrêté au bout de 2 semaines parce que, bon... J'ai pas compris pourquoi même. Et du coup, ça s'est arrêté. J'étais dégoûtée. Mais alors, 1 mois après, Follow m'a contactée. Et là, par contre, pour créer un pôle, etc. Et finalement, du coup, des fois, il y a des choses que tu peux tenter, qui peuvent échouer. Mais en fait, il faut se dire, il y a toujours du mieux qui arrive après. Et s'il y a des choses qui fonctionnent pas, moi je suis très énergie et tout. Donc s'il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a toujours une raison. Et si il y a ce poste tu l'as pas, c'est parce qu'il y a mieux qui t'attend après. Si ce projet a échoué, c'est parce que
tu vas en construire un autre qui sera encore meilleur après. Et c'est comme ça que je pense que c'est cette façon de penser aussi qui m'aide à développer des projets. C'est que, en fait, je me dis jamais que... Enfin, je me dis que ça, dans tous les cas, j'ai confiance en les choses, en fait, tout simplement. Et je me dis, dans tous les cas, je sais que je vais arriver au point où je dois être. Après, si ça doit passer par des embûches, c'est OK. Mais un jour ou l'autre, j'arriverai là où je veux être. Ouais, c'est arrêter d'avoir peur de l'échec. Finalement, l'échec, c'est juste un apprentissage. Il y a des cadeaux cachés, comme tu le dis. Mais oui. Et il faut se laisser porter. Bah oui, on a peur de l'échec en France, alors que c'est trop bien l'échec. C'est là que tu apprends le plus de choses. Bon, c'est dur sur le moment, mais de toute façon, je pense qu'on connaît tous un peu ce truc aux États-Unis. Quand tu as un échec, tu le mets sur ton CV parce que les gens ils se disent putain, il a essayé, il a raté, il réessaye autre chose. C'est trop bien. Nous en France, on dit qu'on a échoué, c'est en mode oh là là, le nul. Mais non, j'ai tenté des trucs. C'est mieux que d'avoir réussi c'est mieux de montrer que tu as tenté un truc, que tu as échoué, plutôt que tu n'as rien tenté. Ouais, bien sûr. Merci Lisa pour tout ce partage très inspirant. Avant de conclure et de laisser la parole et les questions au public, j'ai mon petit crible habituel de questions un peu spontanées. Ok, donc, je t'écoute. J'ai hâte de te les poser. Je vois que niveau spontanéité... justement, j'ai peur. Alors, première question, peux-tu nous partager une de tes capacités exceptionnelles ? Oula. Ça commence fort. Oh non, j'ai pas la réponse. Une capacité exceptionnelle, dormir. Non, Dormir ? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'est vrai ? Une capacité exceptionnelle. Tu vois, comme quoi. Ça peut être. Oui, non, mais tout. Toucher ton nez avec ta langue, si tu sais le faire. Moi, je sais pas le faire. Non, quand je rigole, j'ai mes narines qui bougent. Alors ça fait rire mes amis. Là, je t'avoue, je l'ai pas du tout. Motiver mes potes. Voilà, tu vois. Ouais, mais ça fait très cliché. Là. Pas du tout. Quelque chose de vrai et quelque chose de faux sur toi. J'organisais des dînettes avec mes poupées quand j'étais petite parce que j'étais fille unique. Et j'ai déjà bossé à l'étranger. On sait pas, hein. Si, c'est un peu facile à deviner. T'as déjà bossé à l'étranger ? Non, du coup. Je suis tombée dedans. Ok. Non, mais ça, c'est un de mes regrets, par contre. Enfin, pas regret, je vais le faire plus tard, j'espère, mais j'ai la capacité, mais je le fais pas. Tu l'as pas encore fait ? Non. T'auras l'opportunité si elle se présente. C'est ça. Si demain, tu n'avais aucune contrainte familiale, pro, financière, qu'est-ce que tu ferais ? J'irai à l'étranger pendant plusieurs mois pour vivre dans un autre pays pour voir ce que c'est, quoi. T'as une destination qui te fait rêver ? Alors avant, j'aurais dit peut-être New York, mais de moins en moins. Et maintenant, je suis plus côté Australie. Ah, pas mal. Mais Australie, ou même pas forcément très loin, hein, genre Barcelone, ou un endroit où il y a la mer, où les gens sont chill, détente. Voilà. T'as besoin de mer. C'est ça. Qu'est-ce qui t'irrite ou te met en colère de façon générale ? L'injustice. Ça, non, je peux pas. C'est un truc vraiment qui me... Que ce soit quelque chose que je vois dans le cercle proche ou dans ma vie, ou même dans le monde, c'est l'injustice c'est ce qui me frustre le plus. Qu'est-ce que tu te souhaites dans la vie ? D'être heureuse. D'être heureuse et pas forcément d'être riche, mais d'avoir assez pour kiffer la vie, quoi. Et pas me poser trop de questions. As-tu un mantra, une philosophie de vie qui te guide, que tu répètes à tes potes justement pour les motiver, ou à toi-même ? Alors j'ai pas une phrase précise, mais c'est ce dont je parlais juste avant, c'est il y a toujours un truc bien qui t'attend quelque part, donc que peu importe ce que tu fais, aie confiance, et si ça rate c'est normal, si ça réussit c'est ok, et faut pas trop se poser de questions et juste laisser la vie se faire. Mais écoute, merci infiniment Lisa. Merci à toi. Pour cet échange très inspirant, motivant, plein d'audace, et d'avoir accepté de te livrer ce soir avec nous. On peut donc te retrouver et en savoir plus sur toi sur quelle plateforme ? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu comment on peut te suivre ? Surtout sur Insta. Je suis plus active sur Insta, et surtout en stories, en message privé, c'est plus simple. TikTok, c'est juste du repost d'Insta. Je suis moins active. Et puis après, si on veut vraiment m'écrire, mon mail est dans ma bio Insta. Hein, donc si jamais, voilà. Mais c'est surtout Insta. D'accord, super. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Je vais passer la parole à nos chères auditrices ce soir. Si des questions se présentent, n'hésitez pas.
se dire j'arrête et je repars dans des schémas plus classiques de salariat ou autre? Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc là, ça fait 2 ans que je suis vraiment à mon compte. Et plusieurs fois, je me suis dit, en fait, ça me saoule des fois d'être seule. Parce qu'en fait, là, j'ai la chance d'avoir Follow où je peux aller 1 à 2 fois par semaine au bureau, voir mes collègues. Mais la plupart du temps, tu es quand même seule face à tes projets. Et il n'y a pas forcément de personnes en face de toi pour brainstorm avec toi, te donner des idées. Enfin, évidemment, tu as tes proches qui te soutiennent, mais après, eux aussi, ils ont leur vie. Et ils ne sont pas forcément impliqués aussi dans tes projets. Enfin, ils n'ont pas le nez dans tes projets, donc qui peuvent pas forcément tout comprendre et du coup des fois quand je me sens un peu seule ou que je trouve plus forcément de sens à ce que je fais, enfin ça m'est déjà arrivé de faire des contenus et de me dire mais c'est nul ce que je suis en train de poster, je vois pas l'intérêt et pourquoi, enfin est-ce que je serais pas mieux des fois dans un CDI où j'ai un cadre où j'apprends des nouvelles choses aussi, parce que quand t'es à ton compte c'est dur des fois enfin à la fois t'apprends plein de choses parce que tu fais un peu tout seul, mais de l'autre quand tu stagnes un peu tu te dis mais il n'y a personne de mentor vraiment pour m'apprendre des choses. Et ça m'a parfois manqué, où je me dis, bah là, j'ai l'impression que voilà, je sais ce que je fais, je sais le faire, mais je ne vais pas plus loin. Et je pense que des fois, dans le salariat, si tu as des bons managers, tu peux apprendre énormément de choses et énormément évoluer. Des fois, quand tu es à ton compte, bah, quand tu es dans ce genre de phase, bah, tu as du mal à apprendre. Après, il faut apprendre seul, lire des livres, faire des formations, mais bah, des fois, tu n'as pas forcément le truc ou la motivation de faire tout ça. Donc, ouais, des fois, je me suis dit, mais ça serait bien, des fois, d'aller au travail et de faire mon travail, de rentrer, d'avoir ma vie privée, enfin, ma vie perso totalement libre de toute pensée de est-ce que j'ai fait mon poste, est-ce que j'ai fait ceci, cela, est-ce que là je penserai pas à un nouveau projet, enfin parce que le cerveau de quelqu'un qui a son compte il est comme ça H24, mais finalement je suis un peu toujours revenue à la raison de me dire mais j'aime pas forcément être enfermée non plus dans un cadre et j'aime pouvoir faire ce que je veux quand je veux, que bon finalement je reviens toujours à l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu as déjà pensé à des réseaux de femmes entrepreneurs? C'est ce que j'ai demandé. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Est-ce que tu es plutôt une solitaire ou justement dans cette recherche-là, tu t'es fait des business friends et comment? Est-ce que tu te sens entourée quand même? Alors, moi j'ai pas énormément d'amis dans entrepreneurs. En fait, je suis des personnes sur les réseaux, on peut se parler, etc. Mais j'ai pas forcément d'amis de ce milieu-là que je vois régulièrement. Les réseaux de femmes, je m'y suis évidemment intéressée, mais des réseaux pour filles, on va dire, très jeunes, j'en ai pas encore beaucoup trouvé. Souvent, c'est pour plus à partir, on va dire, 30, 40, surtout des femmes en reconversion, etc. Mais pour plus jeunes, j'ai moins trouvé. Et après, j'ai aussi cette personnalité plus introvertie où je vais moins facilement aller vers les gens naturellement. Alors, si vous venez me parler, moi, il n'y a pas de souci, hein, je suis trop contente, mais je ne vais pas forcément vers les gens parce que je suis plus timide. Après, j'ai mes amis et mon cercle proche et je ne cherche pas forcément à aller voir plus loin. Mais je sais que ça existe, notamment Bureau d'Impulsion. Et je sais que ça sert pour énormément. Et même moi, franchement, si je trouve un lieu et un groupe qui me convient, qui correspond à mes attentes, je serais trop partante. Avec plaisir. Ben voilà. Chez nous. Dis-moi. Tu nous dis que l'échec est effectivement le meilleur apprentissage. Je ne peux que être d'accord avec toi suite à mon histoire. Est-ce que tu pourrais nous partager l'un de tes derniers échecs, parce qu'un échec peut être très gros comme il peut être très petit, ça dépend de comment la personne le perçoit. Est-ce que tu peux nous le partager et nous dire ce que ça t'a apporté finalement? Carrément. Alors j'en ai parlé sur mes réseaux de ce dernier échec. Moi je le vis pas vraiment comme un échec, mais en gros début 2024, je voulais me lancer dans un projet physique parce que les réseaux c'est cool, mais j'ai pas envie de vivre des réseaux ni de la freelance parce que c'est pas non plus très stable. Donc je voulais monter un projet plus physique, vraiment construire un truc, une entreprise, et j'avais pensé à faire un coworking réservé aux femmes pour venir bosser, faire des rencontres, faire des événements, etc. Et j'étais trop déter, je me suis dit mais c'est ça mon projet, voilà, je le fais tout, ouais, peu importe, 5 000 € le loyer, mais vas-y, comme MDR. Donc j'ai carrément, j'ai contacté une entrepreneuse qui fait maintenant du mentorat et j'avais 100% confiance en elle, donc j'ai pris un coaching long terme avec elle. Donc elle m'a accompagnée sur le début du projet, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était énormément
de risques financiers, parce que alors dès que tu ouvres un coworking, il faut quand même un grand espace. Qui dit grand espace dit grand loyer, donc c'est un gros risque. Après, faut meubler tout le local, le décorer, le refaire s'il n'est pas très frais. Faut faire plein de choses et ça coûte très cher. Et ensuite, il faut que les gens viennent. Alors, le premier mois, peut-être, tu peux avoir un peu de monde parce que c'est un peu l'effervescence. Après, tu peux avoir beaucoup moins de monde et là, tu te dis, mais attends, j'ai investi je sais pas combien de milliers d'euros, même de dizaines de milliers d'euros dans un lieu. Et finalement, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je suis encore très jeune, j'avais pas d'associé, donc c'était moi et moi-même. Du coup, je me suis dit, non, en fait, finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je crois toujours à 100% dans ce projet. Pour moi, ça pourrait super bien marcher, mais personnellement, je ne suis pas forcément capable maintenant. En fait, je me suis mis une pression vu que j'en ai parlé sur les réseaux. Je me suis dit, j'en ai parlé, donc c'est tout, faut que je le fasse maintenant, parce que sinon les gens ils vont se dire, elle a parlé d'un truc et 2 semaines après, c'est bon, elle laisse tomber, quoi, elle annule, tu vois. Non. Donc je me suis un peu dit ça, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas ? Il y a plein de gens, même de mon âge, qui lancent des trucs et ça fonctionne, et pourquoi moi, je me lance pas ? Et finalement, je me suis dit, mais c'est pas le moment. Genre, force pas, en fait. Si c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. De toute façon, ça coûte beaucoup trop cher et même si tu peux faire des prêts à la banque et tout, c'est une énorme responsabilité de faire tout ça, quoi, de faire des prêts de milliers d'euros à la banque pour un projet à 24 ans. Je peux le faire, mais est-ce que je veux ça aussi ? Est-ce que je veux lancer un truc qui va me prendre tout mon argent, dans lequel je dois tout investir et qui va me prendre aussi tout mon temps ? J'étais en mode oh là là, le truc ouf qui m'arrive là, et du coup finalement j'ai fait une vidéo, j'ai rentabilisé le truc pour dire finalement non, je fais pas ce projet, mais écoutez-vous du coup, j'en ai profité pour dire ça, mais c'est vrai, et j'en ai parlé avec mon mentor justement, elle m'a dit mais en fait si c'est pas le moment c'est ok, genre c'est pourquoi tu te prends la tête comme ça, c'est tout, tu lanceras un prochain truc, tu le lanceras plus tard, peu importe, et du coup ça c'est on va dire un échec parce que j'en avais parlé, j'étais super partante, finalement je ne l'ai pas lancé, mais c'est ok parce que la vie m'a offert un nouveau projet qui arrive, qui est un peu dans la même veine de groupe de femmes, rencontres et tout, mais pour lequel j'ai investi 250 €. Donc un moindre risque. Non, mais parce que c'est pas un truc physique, c'est pas un lieu où il faut... C'est du service. Voilà, donc mais ça j'en parlerai plus dans quelques mois, quand ça sera lancé, mais voilà, et là c'est là que je me dis, mais voilà, en fait c'est ça, le truc c'était pas ça, et il y a un truc encore mieux, et auquel je crois maintenant encore à 100%, qui arrive, et c'est ok. Et moi j'ai une question, tiens, tu parlais de mentor, etc. Est-ce que toi tu as un rôle modèle ou de qui tu t'inspires donc tu es sur les réseaux, donc peut-être une personnalité ou quelqu'un sur les réseaux, connu ou pas connu finalement, mais quelle serait ta principale source d'inspiration ? Alors quand j'ai un peu commencé, même quand j'étais très jeune, j'avais lu le livre Girl Boss de Sophia Amoruso, mais je l'ai lu vraiment à sa sortie, je crois que c'est sorti en 2014 ou 2015, et ça m'avait énormément motivée parce que elle est partie de rien, elle a vendu des trucs sur eBay, et après elle a fait un empire qui valait des millions, et après elle a créé le terme Girl Boss et tout l'écosystème autour, et ça m'a trop inspirée. Donc à l'époque c'était elle, après j'ai lu par exemple le livre de Sheryl Sandberg qui était la numéro 2 de Facebook, ça aussi je l'ai lu assez jeune, ça m'a motivée. En fait, j'étais déjà très attirée par ces femmes qui entreprennent, mais au fur et à mesure des années, alors j'écoute toujours énormément de podcasts de femmes entrepreneurs et je prends tout ce qu'il y a à prendre au niveau inspiration, conseils, expérience, ça j'adore, j'en écoute tout le temps, mais de plus en plus ce qui m'inspire en fait c'est les filles un peu comme moi qui ont mon âge et qui lancent aussi des projets qui sont un peu dans les mêmes phases de on teste des trucs, on n'est pas sûr, on n'est pas encore hyper successful, mais il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins, et maintenant c'est elles qui m'inspirent parce qu'en fait j'arrive vraiment à m'identifier à elles, à discuter avec elles parce qu'elles sont pas forcément hyper connues, donc on peut échanger et devenir un peu copines, et c'est vraiment plus ça qui m'inspire, de me dire ok il y a une fille un peu de mon âge qui a la même situation que moi qui fait ça, ça m'inspire trop de voir qu'elle ose faire ce genre de choses, donc vas-y moi aussi je vais m'inspirer de ça et faire mes trucs. Il ressemble à quoi pour toi le réseau social idéal dans 5 ans ? Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Un réseau social qui refacilite les rencontres, parce que quand on était plus... En tout cas moi quand j'avais genre 15 ans, c'était un peu l'essor de Twitter à l'époque, et où tout le monde se faisait des copines sur les réseaux, tu pouvais aller parler à n'importe qui, il y avait vraiment ce truc de...
aller sur les réseaux pour se faire des nouvelles amies, rencontrer des gens, faire des sorties entre gens de Twitter ou d'Insta. Et moi, j'avais rencontré beaucoup de gens comme ça à l'époque, mais je pense que ça s'est perdu parce que les gens se sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Malgré l'essor des réseaux, les gens se sont quand même renfermés sur eux-mêmes par rapport aux rencontres dans la vraie vie. Et donc, pour moi, c'est un réseau qui facilite ça, mais en enlevant tout le côté un peu haineux et dangereux du fait de rencontrer des gens sur les réseaux, d'après les voir dans la vraie vie. Mais je pense que un réseau qui facilite ça, qui met... Enfin, après, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais qui essaye de mettre en avant quand même des bonnes choses. Mais ouais, je porterais vraiment mon envie première, ça serait de trouver un endroit où on peut rencontrer des personnes et voilà. D'ailleurs, c'est un peu le but du projet qui arrive. Voilà. Gros teasing. Merci infiniment, Lisa, encore pour ton temps d'être ici. Peut-être que les langues se délieront peut-être plus en off après cet épisode. En tout cas, je suis ravie de t'avoir eu au micro du podcast et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était trop cool et merci de m'avoir invitée et à très bientôt.